Bon, on va commencer à discuter, même si on a 2 minutes d'avance. Bonjour à tous, je me présente Antonin Braun, je suis le directeur technique d'Aquila Data Enabler. On est une société spécialisée en IA et en data science. Et aujourd'hui, on va parler des capteurs virtuels pour la maintenance prédictive, et ce dans le contexte d'un concours qui a été organisé par Dassault Aviation et la région Île-de-France sur des données de Dassault Aviation. Et on va vous exposer le challenge, comment on y a répondu et qu'est-ce qu'on va faire par la suite de ce challenge. Tout d'abord, je vais commencer par un petit tour de table, si chacun vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Sofiane Chak, je suis data scientist chez Aquila Data Enabler et je m'occupe du développement d'un produit en interne concernant les séries temporelles et le signal et notamment sur le développement en IA de produits liés au capteur virtuel. Bonjour à tous, je suis Stéphane Nachard, donc data scientist au sein de Dassault Aviation et j'ai été donc responsable scientifique du challenge dont a évoqué Antonin et donc je continue à suivre les travaux d'Aquila dans le cadre d'un contrat collaboratif avec eux. Bonjour à tous, Martin Guenne, je suis maître de conférence à Isaïe Supmeca dans l'équipe vibration acoustique et structure, et ça fait maintenant 4 ans que le machine learning est de plus en plus présent dans nos travaux de recherche, et ce qui m'a amené du coup à collaborer avec Aquila pour répondre au challenge AI for Industry. Très bien, merci beaucoup. Pour commencer, on va peut-être commencer par définir ce qu'on entend par capteur virtuel. Alors, je vais laisser Sofiane présenter la définition et peut-être que Martin et Stéphane, vous pouvez enchaîner et rajouter des informations si vous le souhaitez. Très bien. Tout d'abord, on va peut-être partir d'un constat assez clair. Avec l'essor ces dernières décennies de l'IoT, et ce salon en est la preuve, et des nouvelles technologies, énormément de systèmes embarqués, de systèmes physiques présentant des capteurs sont présents dans notre quotidien. Chacun d'entre vous, dans votre poche, vous avez à peu près des dizaines de capteurs, 20, 30 sur votre smartphone. Vous allez avoir un capteur, un magnétomètre, un gyroscope, etc. Aussi sur des ordinateurs, des capteurs de température, mais sur des appareils un peu plus gros aussi, notamment des avions, qui, en termes de nombre, c'est assez énorme, c'est plusieurs milliers dans un avion, même dizaines de milliers sur certains appareils, pour aller monitorer la physique, le système de l'appareil. Donc ce constat amène à une réflexion autour du capteur en lui-même, sur ces systèmes embarqués. Donc le capteur, c'est le sens de la préhension du système. Donc c'est les sensors, c'est ce qui va aller capter un petit peu l'environnement physique de l'appareil, notamment ce qui va vous permettre d'avoir des développements, des avantages importants sur vos appareils connectés aujourd'hui. Et le capteur virtuel répond à plusieurs besoins au niveau de ces capteurs. Et le premier, c'est de pouvoir virtualiser le capteur en tant que tel. Alors pourquoi ? D'abord pour pouvoir répondre à un problème de coût, c'est-à-dire que développer un capteur, mais aussi l'installer et l'étalonner dans les systèmes, ça a un coût. Et le fait de pouvoir virtualiser un capteur, c'est-à-dire d'avoir une copie numérique de ce capteur, pourrait être un avantage. Mais aussi, il serait possible de créer des capteurs d'un nouveau genre, un peu plus haut niveau, à travers les différentes informations qui sont monitorées par les systèmes embarqués, vos smartphones, mais aussi un avion, de pouvoir créer des capteurs d'un plus haut niveau et qui vont rendre compte de fonctionnalités qui n'étaient pas alors monitorées. Alors je pense par exemple pour l'avion à prendre l'ensemble des capteurs et de pouvoir en prédire les phases de vol. Pris séparément, ces capteurs vont monitorer la pression, la vitesse, etc., tout un tas de grandeurs physiques. Et si on intègre toutes ces informations nous-mêmes, c'est quelque chose de très complexe. Et finalement, l'information, elle est un peu perdue dans toute cette complexité. Si on pouvait engranger toutes ces informations dans un capteur qui puisse nous restituer la phase de vol, eh bien, on aurait créé un nouveau capteur d'un nouveau genre d'un peu plus haut niveau. Donc voilà, peut-être pour ma part. Oui, là-dessus, je vais peut-être rajouter certaines choses liées à nos usages. Donc,
Dans notre cas, oui, tu as évoqué le fait qu'on avait un grand nombre de capteurs qui équipaient nos avions. Donc, en effet, on est aux alentours d'une centaine, voire d'un millier. Mais dans l'idée, on est en train de travailler surtout sur nos avions d'essai. On a plus de 25 000 paramètres qui vont du simple bit à des informations issues d'accéléromètres cadencés à plusieurs kHz. Donc, finalement, toute cette information-là, on en a besoin pour plusieurs usages. On en a besoin pour s'assurer que tout se passe bien. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que le capteur virtuel ou le fait d'avoir une idée du comportement d'un paramètre, ayant capté l'information d'autres paramètres, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous pour s'assurer de la validité de l'information que l'on a. C'est un premier point. Et puis, on a en effet tout un aspect qui est de venir avoir des informations secondaires à partir d'informations primaires. Donc là-dessus, on abordera le sujet du challenge et sur quoi on a appliqué le capteur virtuel. Enfin, vous avez appliqué le capteur virtuel juste après, mais voilà, pour situer un peu là-dessus les choses qui nous intéressent côté Dassault Aviation sur ces aspects. Martin, si tu veux... Puis peut-être pour résumer un peu ça, finalement, un capteur virtuel, c'est un capteur qui n'a plus de corps d'épreuve et de lien physique entre la grandeur mesurée et la grandeur d'intérêt, c'est ce qu'on a envie de connaître finalement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, quoi. Si je peux rajouter un dernier avantage de ces capteurs virtuels, mais on continuera je pense au cours de la discussion, il y a aussi des contextes physiques dans lesquels les capteurs physiques ne peuvent pas fonctionner. Températures extrêmes, des pressions importantes. Et le fait de pouvoir virtualiser, d'avoir un capteur qui va pouvoir monitorer certaines grandeurs physiques dans ces contextes, c'est aussi un avantage. Très bien, merci beaucoup pour vos définitions. Donc peut-être que, comme tu le disais Stéphane, tu peux présenter le challenge dans lequel on a eu à développer ces capteurs virtuels pour Dassault et la région Île-de-France. Oui, donc c'était le Paris Région AI Challenge for Industry. Donc l'histoire un peu de ce challenge, c'est qu'en 2018, au dernier salon du Bourget, on a eu l'opportunité de travailler on a discuté avec la région sur l'organisation de travaux IA au sein de la région Île-de-France et notamment la réalisation d'un challenge. Parmi les différents sujets IA qui nous intéressaient, il y en avait un particulièrement qui était le suivi structural de nos avions. Et pour la mise en place d'une maintenance prévisionnelle. Donc pour cela, en fait, on peut se dire qu'on a des modèles de simulation qui nous aident à définir le dimensionnement de nos avions en phase de conception. Ce sont des modèles physiques qui ont la particularité, on sait les équations qui sont derrière, on arrive à peu près à comprendre ce qui s'y passe, ou en tout cas son comportement, mais il présente aussi plusieurs hypothèses simplificatrices qui nous posent certains soucis et qui font que ce modèle est très approprié pour venir dimensionner nos avions, dans la mesure où il nous permet d'avoir des données qui sont conservatives. Mais par contre, pour venir faire le suivi structural de l'avion, en tout point de la structure, c'est un peu plus compliqué d'utiliser ce type de modèle. Alors, pour aller plus loin, on s'était dit, tiens, on a des données d'avions d'essai. Donc les données d'avions d'essai, un avion d'essai, c'est un avion fortement instrumenté. Je pense que dans la salle, vous avez une petite idée du type d'installation que l'on peut avoir sur ce type d'avion, notamment ce qui va nous intéresser ici, des jauges de déformation, des jauges de contrainte qui nous permettent de remonter aux charges vues en vol, aux différentes sollicitations que subit l'avion. Et donc cet avion-là a aussi tous les capteurs présents sur avion client et donc possède tous les paramètres généraux, attitude d'avion, qui permettent notamment aux pilotes de guider l'avion. Et donc sur l'avion client, on n'a que ces paramètres-là, l'idée étant d'apprendre alors sur l'avion d'essai les liens qui existent entre les paramètres généraux de l'avion que l'on arrive à capter sur avion client, et puis les différentes jauges de déformation, jauges de contrainte que l'on a uniquement sur avion d'essai pour être capable de rejouer cette information-là, d'être capable de l'acquérir également sur avion client. On a cette fois-ci que les paramètres généraux. Donc c'était l'idée du challenge sur lequel on a eu un grand nombre de candidatures. 10 candidats ont été sélectionnés par un comité présidé par
donc Dassault Aviation, la région Île-de-France, mais également ses partenaires, donc Aztec, Systématique, les pôles de compétitivité, ainsi que Startup Inside et l'Université Paris-Saclay qui nous a aidé à mettre en place ce challenge, donc d'un point de vue technique. Et donc 10 candidats sélectionnés qui, pendant 2 mois, ont travaillé sur les données de Dassault Aviation, donc des données d'un avion d'essai Dassault. Donc c'était 197 paramètres généraux avion qui permettaient de prédire, donc l'objectif était de prédire 56 jauges structures, donc en tout instant du vol de ces avions d'essai. Donc l'idée étant d'apprendre sur un certain nombre de vols d'essai. Ici c'était une centaine et les candidats étaient évalués sur des séquences de vol, donc 6000 sur une première phase qui leur permettait pendant les 2 mois de travailler sur leur modèle. Et une dernière qui était une phase donc c'était 8000 séquences où les candidats devaient tester leur meilleur modèle une seule fois. Et donc à ce challenge, à cette épreuve-là à laquelle les différentes entreprises ont été soumises, donc Aquila a remporté, donc le consortium Aquila Supmeca a remporté ce challenge, donc ils évoqueront ce qu'ils ont mis en place au sein de ce challenge et ce qui explique pourquoi la solution a été retenue par Dassault Aviation et ses partenaires. Et donc aujourd'hui, on va continuer à travailler là-dessus, et notamment l'idée étant d'utiliser vos outils et d'aider à leur amélioration. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Martin, tu peux revenir sur justement la genèse de notre consortium avant d'expliquer quelles solutions on a pu mettre en place pour répondre au challenge. Ouais, donc alors avant de commencer ce challenge-là, on ne se connaissait pas du tout avec Aquila. On a fait connaissance par l'intermédiaire d'un webinar des pôles de compétitivité systématique et Aztec, où on a commencé un peu à discuter sur l'intérêt commun qu'on pouvait avoir, et c'est une certaine complémentarité qu'on avait avec une expertise IA côté Aquila, une expertise plutôt méca côté Isaïe Supmeca, qui nous semblait être voilà, un bon terreau pour commencer à collaborer. Et ce qui nous a du coup voilà, fait déposer un dossier. Alors ce qui est assez intéressant sur ce challenge-là, Stéphane l'a peut-être pas complètement précisé, c'est que finalement donc il y avait un certain nombre de données qui étaient à disposition, mais qui n'étaient finalement pas directement visibles pour les candidats. On a eu le droit à seulement 3 vols. Ils ont été généreux, on a eu le droit à avoir 3 vols d'essai pour pouvoir un peu comprendre ces données, appréhender les différents capteurs avec lesquels on allait devoir travailler, entraîner des modèles. Et ensuite, nos modèles, le reste des vols, finalement, des données étaient hébergées sur la plateforme de Codalab de Paris-Saclay. Donc finalement, on a dû prototyper des algos sur une base de données très réduite, relativement représentative de ce qu'il y avait dans la base globale, mais avec toujours ce travail un peu à l'aveugle de soumettre un algorithme qui allait prendre le temps pour apprendre sur l'ensemble de la base, avoir juste comme retour une simple MAE, donc finalement un indicateur assez pauvre, entre guillemets, qui est aussi une des spécificités de ce challenge-là. On n'avait pas forcément la possibilité d'aller explorer un petit peu les performances de notre modèle sur le dataset complet. Et ça, c'était quelque chose qui était à la fois une difficulté, mais quelque chose du coup de très, très challengeant, parce qu'il y avait voilà, ce petit côté à l'aveugle qui était vraiment sympa. Ça, c'était la particularité de ce challenge-là, et ce qui nous a permis à Dassault Aviation de sortir ces données, c'est que la grosse partie des données qui étaient mises en jeu étaient sur un serveur sécurisé où seul le modèle des candidats pouvait voir cette information-là, et la seule information qui pouvait sortir, c'était la qualité du modèle sur les séquences d'évaluation. Voilà. Très bien. Peut-être qu'on peut revenir sur la solution qu'on a mis en place, les étapes qu'on a mis en place. Ouais. Martin,
si tu veux D'accord, donc raconter, du coup la façon dont on a abordé le problème, donc c'est une démarche qui est assez classique finalement en data science. Donc on a analysé nos données sur le starting kit, là, sur les 3 vols d'essai qu'on avait. On a essayé de voir un petit peu si on avait certaines corrélations, une certaine physique au sein de ces données pour pouvoir les exploiter au mieux. Et ensuite avoir des modèles de machine learning qui étaient les plus performants possibles. Une chose qu'on a assez vite compris, c'est que finalement, ça paraît assez logique, mais un avion, ça a une certaine vie. Lors d'un vol, on va avoir différentes phases de vol. On va avoir un avion qui va avoir des phases de montée, de descente, des phases de turbulence, de manœuvre, etc. Et finalement, dans chacune de ces phases, on est parti du principe qu'on avait une physique qui était relativement distincte. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est d'avoir un modèle qui, dans un premier temps, allait chercher à extraire finalement cette physique-là en venant finalement classifier de manière automatique les données de nos vols pour pouvoir faire émerger ces différentes phases, mais en étant piloté par la donnée en elle-même. Donc ça, c'était la première étape de notre modèle. Ensuite, on a on a utilisé le modèle de type LightGBM, donc plutôt de type arbre de décision, ce qui nous a permis de générer finalement un modèle par jauge d'extensométrie pour prédire le comportement mécanique de notre avion à partir des données d'entrée. À ça, on a rajouté une petite couche de régularisation avec ce qu'on appelait un stacking de modèles. Pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée c'était vraiment d'avoir en entrée de notre modèle une certaine physique par l'intermédiaire de cette phase de clusterisation, et puis ensuite laisser notre modèle apprendre en étant piloté par cette physique-là. Très bien. Donc ça, c'est le modèle qu'on a soumis. On a pu par la suite rendre aussi un rapport sur les évolutions qu'on voulait apporter à ce modèle une fois qu'on aurait accès aux données et ce qu'on pourrait faire de plus sur la suite. Et je pense que c'est assez intéressant d'exposer cette partie-là. Alors, tous ces critères-là et ce que vient de décrire Martin ont fait que ce consortium a remporté le challenge. La suite, comme tu as dit Stéphane, c'est un projet collaboratif qu'on va mener tous ensemble. Peut-être que Sofiane, tu peux exposer ce sur quoi on va travailler et pourquoi c'est en rapport avec le challenge et les limites qu'on a pu voir aussi au modèle qu'on pouvait appliquer, alors en ne voyant pas les données, mais surtout au modèle qu'on avait actuellement et pourquoi il faut qu'on développe des choses sur la suite. Oui, bien sûr. Donc, à la suite de ce challenge, on a un petit peu réfléchi sur la problématique de la représentation de la donnée et comment on pouvait, à partir de données, pouvoir un peu virtualiser l'état d'un système, quel qu'il soit. Et on est parti du constat que dans un système embarqué comme ça physique, avec une masse d'informations très importante qui est capturée au cours du temps, on pouvait aller essayer de structurer la donnée un peu différemment. Je vous passe un petit peu les détails techniques, mais l'idée c'est qu'on va prendre en compte l'ensemble des données des capteurs, on va essayer de construire une représentation de ces données un peu différente. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait que pris une par une, ces données sont d'une complexité affolante et il va être très difficile d'en sortir je sais pas, une phase de vol, un contexte physique, pris tout ensemble et représenté d'une manière un peu différente, par le biais de modèles de deep learning, par le biais de modèles dits auto-encodeurs. On va construire une nouvelle représentation de ces données qu'on va essayer de guider dans son entraînement pour qu'elle prenne en compte des contraintes. Et ça, c'est pour ça qu'on travaille aussi en consortium avec notamment Martin Guenne et SupMeca, pour essayer de prendre en compte la physique dans les données d'entraînement, mais aussi dans la manière dont on va entraîner nos réseaux de neurones, pour essayer de construire, au cours de l'entraînement du modèle, une représentation nouvelle des données prenant en compte les principes physiques. À partir de ce point-là, on a construit notre nouvelle représentation, donc c'est les fameux espaces latents des auto-encodeurs, et on va pouvoir avoir tout un tas d'applications. Le premier, ça va être de pouvoir, si par exemple on a construit une représentation sous forme de phase de vol, on va pouvoir dresser un chemin, par exemple, dans cette nouvelle représentation, pour essayer de détecter un chemin normal de phase de vol, passant du démarrage, au décollage et jusqu'à l'atterrissage. Si on détecte un chemin dans cette nouvelle espace latent, dans cette nouvelle représentation qui diffère de ça, on pourra détecter une anomalie en amont ou en live de cette capture de données. On va pouvoir aussi générer des données.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre dans un état démarrage, ou dans un état vol stationnaire par exemple, vol de croisière, pardon, et dans cet état-là, dans ce contexte physique-là, pouvoir générer la donnée d'un capteur manquant par exemple, ou dysfonctionnant. Cela nous permet à la fois de prévenir certaines défaillances qui peuvent arriver, alors, pas dans les avions d'assaut bien évidemment, mais dans tout système physique avec des capteurs embarqués, mais aussi de pouvoir générer, d'un point de vue de la simulation, un épisode. Donc on va se mettre sous ces contextes physiques-là, on va pouvoir générer le capteur décidé. On va donc pouvoir faire 1. de la génération de données, 2. de la détection d'anomalies, et enfin on va pouvoir essayer de comprendre comment se structurent les phases de vol d'un avion, puisque cette nouvelle représentation de la donnée est générée non pas avec des données a priori, enfin avec des règles a priori comprises par l'homme, mais par le réseau de neurones. Donc voilà le type de modélisation que l'on compte établir, et pour ce faire, nous avons bien sûr la participation d'experts de la physique, de Dassault, mais aussi bien sûr la conclusion de 2 thèses qui vont démarrer sur le sujet, et qui vont travailler à la fois sur l'hybridation entre des modèles de deep learning et de modèles physiques, et sur la détection d'anomalies au sein de ces espaces latents, de ces nouvelles représentations. Ce qui est intéressant là-dessus, pour ajouter un peu sur les choses qu'on va y voir, donc comme tu l'as dit, cet apprentissage-là, c'est la création de ces capteurs virtuels, en fait, va nous aider, nous, que ce soit sur le suivi de nos structures, de la structure de l'avion, mais également sur la suivi des différents systèmes le composant, la détection de signes avant-coureurs par en fait sortie des différents paramètres d'un certain gabarit de normalité qui serait en fait l'écart entre le paramètre mesuré et puis ce que nous donne le modèle virtuel. On a tous ces éléments-là. Ici, on parle de l'avion en tant que tel, mais c'est également applicable en production sur nos différents systèmes de production. C'est également applicable sur des aspects plutôt orientés marketing et autres. En fait, finalement, cette option-là, cette idée de créer, de virtualiser en fait certains paramètres tels qu'ils soient physiques ou non, on sent qu'on va pouvoir en tirer quelque chose côté Dassault Aviation. Et justement, sur ces différents aspects, donc on l'a dit, ça sert à mesurer la déformation mécanique, ces capteurs virtuels, mais ça peut être appliqué sur tout type de modèle hybride en prenant du machine learning et de la data science, et ça peut intégrer aussi des modèles qui sont métiers, même si ce ne sont pas des équations physiques, pour différents systèmes. Peut-être qu'on peut revenir un peu plus sur les travaux de thèse et sur ce que ça va apporter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, hybrider des modèles, qu'est-ce que ça va apporter par rapport à des modèles bruts de machine learning? Peut-être que Martin, là-dessus, tu peux nous expliquer un peu ce que ça va apporter en plus d'avoir ces recherches-là. Oui, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a 2 grandes familles d'approches, finalement, quand on va faire des modèles. On va avoir des modèles qui vont plutôt être pilotés par la physique. C'est un peu ce qu'on va voir, ce qu'on a beaucoup appris finalement à l'école, dans les écoles de mécanique notamment, entre autres, où finalement on a des connaissances, que ce soit en mécanique des fluides, en thermique, en physique statistique ou plein de choses qui vont nous permettre de définir des modèles. Et ces modèles, ensuite, on va venir les identifier avec des expériences qui peuvent être numériques, qui peuvent être physiques. Ça, c'est ce qu'on va appeler plutôt des approches basées sur la physique. D'un autre côté, on a les approches qui sont plutôt les approches basées data, donc basées sur des données. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va retrouver du côté machine learning et intelligence artificielle. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir des approches qui vont chercher à extraire de la connaissance de la donnée elle-même sans a priori sur la physique ou autre. Donc on voit bien qu'on a 2 mondes qui finalement ne communiquent pas vraiment entre eux. Dans un cas, on a beaucoup de données et on va chercher à extraire de la connaissance. Dans un autre cas, on a peu de données mais beaucoup de connaissances. Et en fait, ce qu'on aimerait bien réussir à faire, c'est que si on arrive à faire communiquer ces 2 mondes et à les faire finalement s'entremêler et s'hybrider, en fait, ce qu'on espère pouvoir faire, c'est
d'une part, apporter de l'explicabilité. Les modèles d'IA sont en général réputés pour être des approches un peu boîte noire, avec finalement des difficultés côté industriel à faire confiance à ces modèles, puisque finalement on a du mal à justifier ou à expliquer pourquoi les sorties de tel ou tel modèle sont ce qu'elles sont. À l'inverse, sur des modèles physiques, on comprend bien ce qu'on fait. Par contre, on va être très vite limité, puisque on comprend bien que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on va pouvoir faire avec un modèle. Un modèle physique, c'est quelque chose qui est forcément simplifié. Et donc, finalement, entre la sortie de notre modèle physique et la réalité, on va toujours avoir des petites différences, des petites erreurs qu'on est à l'heure actuelle pas capable de prendre en compte. Et ce qu'on se dit, c'est que si on est capable d'avoir des modèles physiques et des modèles data qui communiquent entre eux, et en tout cas qui collaborent entre eux, eh bien on va être capable de faire ce pont entre l'information qui est directement présente dans la donnée et qui est au plus proche finalement de la réalité des choses et l'explicabilité, la compréhension qu'on a dans des modèles physiques mais qui ne sont à l'heure actuelle pas capables de prendre en compte toute la finesse de la physique réelle. Donc c'est un peu l'idée des approches qu'on cherche à mettre en place au travers de ces deux thèses. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose. Par rapport à ça, moi, ce que je trouve important et intéressant dans le retour d'expérience que nous on peut avoir de mettre en place des modèles de machine learning pour différents domaines, hein, que ce soit des domaines industriels et physiques ou même des domaines métiers, c'est que cette explicabilité et cette habitude de travailler avec des modèles physiques classiques fait que l'acceptabilité et l'utilisabilité des algorithmes de machine learning peut être compliquée dans la transformation, dans le fait qu'un modèle va parfois se tromper, et s'il donne une valeur qui a une physique aberrante, si on ne conserve pas la masse, s'il ne respecte pas des lois de base, les utilisateurs vont avoir tendance à rejeter tout le modèle, même si en moyenne il est très bon. Et Stéphane, tu as évoqué le fait que dans des conditions limites, connaître la réponse de l'appareil, ça peut être intéressant dans plein de situations, et il se trouve que bien heureusement, dans la plupart des systèmes, toutes ces valeurs extrêmes n'arrivent que très peu en production. Donc on a très peu de données d'exemple. Et donc, est-ce que le fait de pouvoir driver ces modèles, être sûr qu'ils respectent des contraintes physiques, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui rend plus utilisable par des industriels ce type de capteur ? Totalement en fait. Ces événements à occurrence faible sont sont les événements en fait qui vont engendrer le plus grand endommagement le plus grand taux d'endommagement de notre structure. Donc en réalité, ces événements à occurrence faible, là-dessus, on est obligé d'avoir les deux. On est obligé d'avoir à la fois les données et le modèle. Le modèle, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le modèle, je l'ai dit, possède des simplifications, mais aussi sur ces événements à occurrence faible, en phase de conception, on n'a pas forcément la totalité des informations qui permettent de s'assurer du fait qu'on... Alors on va jamais être dans le cadre où on va dépasser les contraintes limites, ça c'est sûr. Mais du coup, on est obligé de toujours avoir une approche conservative qui nous pose un souci, nous, en tant que constructeurs, parce que derrière cette approche ultra conservative engendre des avions qui sont plus lourds, qui sont potentiellement moins résistants dans le temps. Donc voilà, et après là-dessus, on sent vraiment que les modèles peuvent nous apporter quelque chose dans la mesure où on va venir capter les quelques pourcents qui nous manquent en ayant appris non pas sur ces événements à occurrence faible, mais sur tout le reste des événements et en se disant que les modèles, l'apprentissage sur ces données-là, sur les séquences à occurrence un peu plus importantes, le fait que la physique est bien faite et qu'on a des propriétés de linéarité, de continuité, font que finalement l'agencement des deux va nous permettre également d'être bons partout, d'être bons sur les événements à occurrence forte et les événements à occurrence faible également. Donc c'est très important pour nous d'avoir ces deux aspects, mais c'est pour ces événements à occurrence faible, c'est très important pour nous d'avoir le modèle physique qui existe dans le modèle global. Très bien. Et si on ouvre un peu plus les champs d'application des modèles de Variational Autoencoder ou des modèles hybrides entre le machine learning et la physique sur le capteur virtuel,
Est-ce que pour chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez parler un peu des domaines d'application que vous imaginez aussi pour ces capteurs? Alors je peux ouvrir un peu le débat, mais aujourd'hui on sait qu'il y a du contrôle en ligne qui doit être fait par des capteurs et qu'aujourd'hui c'est compliqué de juger où est-ce qu'il faut placer un capteur, combien il faut en placer, où est-ce qu'on peut les placer par exemple. Est-ce que ça c'est quelque chose que ces approches peuvent aider à résoudre, la sélection de capteurs par exemple dans un système et la création de capteurs? Peut-être Sofiane. Oui, l'idée c'est que donc ces auto-encodeurs variationnels qui sont une forme probabiliste des auto-encodeurs ont la particularité de générer cette nouvelle représentation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut tirer beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses de cette nouvelle représentation. La manière dont se structurent les données dans cette nouvelle représentation vont nous apporter beaucoup d'informations sur déjà la pertinence de chacun de ces capteurs, mais aussi les mécaniques qui vont générer les différentes données observées. Ainsi, de cette manière, on va pouvoir effectivement, en projetant nos données de tous ces capteurs à l'intérieur de cette nouvelle représentation, savoir s'il y a une influence importante ou non de l'ensemble des capteurs et de pouvoir ainsi les sélectionner. Donc ça peut être un moyen aussi pour limiter à la fois le coût de production d'appareils et de systèmes embarqués au terme d'implémentation de capteurs qui seraient redondants, inutiles, ce qui nous donne un peu d'information mutuelle entre les différents capteurs. Mais aussi, bien sûr, d'avoir une analyse fine, finalement, des données que l'on regarde. Sachant que côté aviation, on est régulé par un certain nombre d'organismes et que très clairement, on ne va pas chercher à diminuer le nombre de capteurs, on est là-dessus. Mais au moins, on s'assure du bon fonctionnement de ceux-ci, et en plus de la redondance naturelle, on va dire, enfin réglementée. Ouais. Je ne vais pas rajouter grand-chose de plus, on va peut-être garder un peu de temps pour les questions, du coup. Ouais, alors moi j'en ai une dernière juste là-dessus, sur ce que tu viens de mentionner. Aujourd'hui, on sait que l'aviation et l'industrie en général est un domaine qui est régulé. Comment est-ce que vous voyez pour la suite de ces capteurs leur acceptabilité, leur certificabilité autour de ce domaine-là? Alors, c'est pas pour aujourd'hui complètement, mais comment vous voyez la suite de ces outils dans un cadre réglementé? En réalité, on y arrive, parce que si on prend l'exemple de l'autorité de réglementation européenne, l'EASA, actuellement, il y a des travaux qui sont menés, il y a des réglementations sur tout ce qui est utilisation de modèles au sein de l'avion, alors certains à différents niveaux de sévérité, mais on arrive progressivement au dernier niveau de sévérité, aux modèles mis en place dans des systèmes critiques. Et donc, en pratique, on va progresser. Le fait que cette réglementation se mette en place est aussi lié au fait que progressivement, ces modèles-là vont arriver, en pratique, ils sont déjà là depuis un certain nombre d'années. On n'a pas attendu tout ce qui est les nouveautés liées à l'apprentissage automatique pour mettre en place des filtres de Kalman ou autres dans nos systèmes. Mais par contre, oui, on va avoir de plus en plus de modèles appris qui font partie, qui sont le cœur intégrant de certaines parties de certains systèmes avioniques. Et donc sur la partie, tu m'as lancé sur la partie vérification, validation. Voilà, on y travaille nous en tant qu'avionneurs avec nos partenaires qui nous fournissent un certain nombre de systèmes avioniques. Les organismes de certification nous proposent des protocoles également. Ce sont des sujets qui sont encore en cours d'évolution, mais qui vont arriver très vite. Et sachant qu'on voit le gain à avoir ce type de modèle-là, soit en vol, soit ne serait-ce qu'au sol pour le suivi de nos flottes. La mise en place d'une maintenance prévisionnelle, mais également la détection de signes avant-coureurs pour proposer des solutions à nos différents clients. Très bien. Peut-être qu'on va ouvrir les questions à l'audience. Donc, n'hésitez pas, il y a des micros à vous lever. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, des remarques. Je vais commencer comme ça. Ça va bien se passer.
peut-être que côté Isaïe Supmeca, aujourd'hui, enfin, vous développez des modèles physiques depuis de nombreuses années. Justement, quel est l'apport du machine learning? Comment il est arrivé dans ce domaine et comment le capteur virtuel change un peu l'approche ou le machine learning en général, change l'approche qu'ont les industriels par rapport à ces modèles qu'ils mettaient en place d'inspection et de contrôle? Alors, je pense que la chose qui est assez évidente, hein, c'est surtout que la donnée est beaucoup plus présente et disponible. Donc il y a forcément cette envie et cette tentation, hein, finalement de vouloir l'exploiter, en tirer parti. Et c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui, tous ces algorithmes-là sont partout et de plus en plus présents, et c'est aussi pour ça qu'on se lance vers plus d'hybridation pour pouvoir capitaliser sur ces modèles physiques et ces connaissances expertes qu'on a et qui serait dommage finalement de perdre, hein, tout simplement. Après, la question, c'est effectivement comment les faire communiquer entre eux, et là ça reste des choses qui sont assez ouvertes. Le cas de Dassault Aviation dans l'aéronautique, c'est pas un cas seul, hein, enfin un cas isolé. On travaille, en tout cas côté Isaïe Supmeca, avec d'autres industriels dans d'autres secteurs, que ce soit dans le ferroviaire, dans l'automobile, voire dans le secteur des pompes industrielles, etc. Où finalement être capable de mesurer une grandeur sans la mesurer physiquement directement, c'est quelque chose qui est effectivement très convoité et très précieux. Et finalement, à l'heure actuelle, on se dit que c'est vraiment en couplant à la fois les modèles physiques et les modèles d'apprentissage qu'on va être capable de faire ce type de capteur virtuel. Très bien. Toujours pas de questions de la salle? Oui, il y a le micro juste derrière pour que ça soit enregistré la question, pardon. Je voulais savoir si donc une démarche de ce type, hein, de coupler d'un côté une modélisation basée sur des données que je recueille, par exemple sur un prototype, et j'ai une modélisation physique de mon système. Mais si mon prototype n'est qu'un élément partiel de ma machine complète, est-ce que je vais quand même arriver à faire quelque chose de robuste en termes de, justement, si je veux exploiter ça pour faire de la maintenance prédictive? Alors, c'est une bonne question. En règle générale, les approches d'IA et basées sur des données vont être relativement limitées au domaine d'appartenance des données. Donc, en gros, on va faire des données dans un cadre, et finalement, le modèle va être valable sur ce cadre-là. L'idée de pouvoir insérer du modèle, c'est que ce modèle, il ne dépend plus finalement de nos essais, mais de la géométrie ou du contexte un peu plus global. Et donc, l'intégration de ces modèles-là devrait nous permettre justement de pouvoir plus facilement extrapoler, plus facilement prendre en compte justement des configurations ou des situations qui n'auraient pas été vues lors de l'apprentissage. Je ne sais pas si ça répond complètement. Oui, moi je peux peut-être ajouter juste une ouverture là-dessus. C'est ce que ça va réduire, et l'objectif de ces modèles, c'est de réduire le nombre de données qu'il nous faut pour apprendre un modèle. Donc il y a toutes ces notions de transfert entre le modèle qui sera appris sur le prototype, sur lequel on aura de la donnée, et le système complet, sur lequel très vite on sera capable de prédire son comportement, sa normalité. C'est l'objectif aussi des développements de ce partenaire, d'être capable de définir un espace de normalité, un passeport santé d'une installation avec très peu de données. Comment être capable de spécialiser le modèle à une installation complète grâce à l'apprentissage qu'on a fait sur des cas d'essai. Et donc l'idée, c'est d'être capable, grâce à ces méthodes-là et au fait que ça ne soit pas juste dépendant de la data, mais aussi de l'hybridation, d'être capable de transférer ça beaucoup plus rapidement et dès le début de vie de l'appareil, de ne pas devoir attendre tout un cycle pour être capable de l'entraîner. Sachant qu'il y a des particularités qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un prototype, forcément, il diffère de sa version client. C'est-à-dire que là-dessus, le modèle qu'on va générer sur avion d'essai, il faut avoir en tête que ce modèle-là possède potentiellement certains écarts parce que pas les mêmes composants, des fois pas la même taille, tout simplement.
Et donc ces approches-là sont toujours à prendre en compte, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas s'affranchir du modèle physique. Et là, par contre, il y a une grosse question qui se pose, c'est comment on met le curseur entre le modèle physique qui, lui, l'objectif, c'est qu'il modélise exactement l'avion numéro 4, et puis les données qui, eux, sont issues de l'avion numéro 1, avion d'essai, instrumenté d'une certaine manière. Alors, si je peux ajouter une petite chose aussi là-dessus, c'est pas parce que le capteur est virtualisé qu'il rend inutile une période d'étalonnage. Et on va pouvoir aussi prendre le modèle qu'on a construit sur un prototype et l'étalonner au nouvel appareil. On peut réfléchir à des phases aussi d'affinement, de réentraînement léger sur un nouvel appareil pour pouvoir réétalonner ce capteur. Voilà. Oui, c'est ça, et même aller plus loin, aller dans de l'active learning, ce qu'on va appeler de l'active learning, c'est-à-dire faire le transfert entre la première période d'essai sur l'appareil qui peut être très courte et sur le nouvel appareil, et pouvoir ensuite avoir une validation humaine sur les alertes ou sur les données levées qui vont améliorer le modèle au fur et à mesure. Et c'est la différence entre ces approches-là et les approches classiques de machine learning, c'est de réduire toute cette période d'incertitude dans le développement du modèle et sa généralisation. Une autre question peut-être ? Moi j'en ai une dernière dans ce cas-là sur la partie justement de généralisation. Aujourd'hui, une des remarques qu'on entend, c'est la dépendance aux data scientists. Justement, comment on peut mettre en place ces protocoles d'active learning, ces protocoles de modèles pour être capable de ne pas rendre dépendant pour chaque généralisation à un data scientist sur ces modèles de capteurs virtuels. C'est une vaste question. On peut passer par le biais de l'AutoML pour appliquer ce genre de stratégie, c'est-à-dire avoir des algorithmes qui supplantent l'entraînement et l'affinage des autres modèles. Donc on va avoir un algorithme qui va automatiser le réapprentissage, qui va réétalonner, on va dire, le capteur au cours de sa vie pour automatiser ce processus. Donc là, c'est vraiment un algorithme qui va piloter l'algorithme, si je puis dire. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. C'est aussi le fait d'être capable, et Stéphane, tu en parlais, le fait d'avoir plusieurs avions d'essai, d'être capable de généraliser le modèle, de l'avoir entraîné sur plusieurs appareils et d'avoir à chaque fois adapté les paramètres pour qu'il soit capable de prédire non seulement l'avion numéro 4, mais le 26 aussi, qui vont rendre le modèle de plus en plus générique et permettre que pour l'avion 27, on n'aura pas besoin de la même intervention d'apprentissage et d'adaptation. Oui, en fait, mais là-dessus, il y a quelque chose qu'on... Alors, là-dessus, honnêtement, tu progressivement, à force d'apprendre sur différents modèles, d'apprendre sur différents concepts, d'apprendre sur différents types d'avions, en réalité, le modèle va progressivement arriver à comprendre les différences, va être capable d'avoir, on va dire, un métamodèle, un modèle au-dessus qui, lui, va te dire, pour une raison X ou Y, voilà comment je vais modifier légèrement tel ou tel comportement. Ça, honnêtement, on y arrive, et c'est d'ailleurs un de nos objectifs, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on démarre un nouvel avion, pour prendre un exemple, notamment aujourd'hui on est sur une phase où on va concevoir des avions radicalement nouveaux par rapport aux formes précédentes ou aux matériaux précédents. Et donc là-dessus, en réalité, on a vraiment besoin d'apprendre sur tout l'historique de nos avions. Et ça là-dessus, il faut vraiment qu'on bosse sur ces aspects d'active learning et de transfer learning pour arriver à comprendre comment ça va se comporter si jamais on change radicalement certains aspects. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, vu que j'ai commencé 4 minutes en avance, je vais finir 4 minutes en avance. Je suis quelqu'un de précis. Merci beaucoup en tout cas, et bonne semaine à tous. Merci. Merci.